Voilà, eh bien, je crois que nous allons pouvoir démarrer. Bonjour à vous tous. Je suis Arnaud Fleury, journaliste, et eh bien, je suis ravi d'être parmi vous pour animer ce rendez-vous du CIR édition 2020, l'événement annuel à propos de l'actualité du CIR au sens large, hein, organisé par Deloitte Tage et son département financement de l'innovation. Alors, je crois que c'est d'ailleurs la 13e ou la 14e édition, hein, depuis le début, à l'époque où le CIR était à environ 5%, ça a bien changé depuis, mais c'est la première édition 100% digitale pour les raisons que vous imaginez. Alors, vous êtes près de 200, plus de 200, m'a-t-on dit, à être branchés ce matin, principalement issus des directions financières ou fiscales des entreprises, mais aussi des représentants de bureaux d'études ou de chercheurs. Alors, au programme, on va passer en revue l'actualité du terrain de jeu du CIR aujourd'hui et ses 6 milliards de dépenses publiques pour la recherche privée, en évoquant les questions de définition de son périmètre éligible et les évolutions réglementaires et jurisprudentielles. Et puis, on va s'intéresser à la fiscalité des brevets et des logiciels avec le fameux IP Box et le lien qu'on peut faire avec le CIR. Enfin, fiscalité toujours difficile également de ne pas évoquer sa dimension environnementale et européenne avec le Green Deal et son impact sur la recherche. Dernier mot, hein, vous aurez l'occasion tout au long du webinaire de poser vos questions sur la plateforme. On essaiera d'y répondre le plus possible à la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez d'ores et déjà sur la plateforme poser vos questions. Alors, après le programme, les intervenants par ordre alphabétique, Rémi Barnéou. Bonjour Rémi. Voilà, Rémi. Bonjour. Voilà, bonjour. Vous êtes associé chez Tage, hein, vous êtes astrophysicien de formation, ce n'est pas banal, et vous connaissez bien l'amont et l'aval hein, de la recherche, piloter des équipes multidisciplinaires d'ingénieurs et de spécialistes financiers, donc dans le cadre de missions CIR hein, notamment. Et puis auparavant, vous aviez dirigé des départements divers hein, pour d'importantes firmes, notamment au Canada, dans l'électronique, l'aérospatiale et puis les télécoms. C'est Lucille Chabanel qui est avec nous également. Bonjour ma chère Lucille, vous êtes avocate, associée chez Tage et vous dirigez un département d'ailleurs d'une 60aine de personnes hein, sur le financement de l'innovation, c'est-à-dire le CIR, on en a parlé, l'IP Box hein, dont on parlera, et puis les subventions hein, dans un angle R&D et puis transition écologique. Vous participez d'ailleurs activement hein, aux discussions techniques relatives au CIR des écosystèmes et puis des échanges réguliers avec le ministère de la Recherche, c'est pas toujours simple, ou Bercy. Lionel Draghi, bonjour Lionel, vous êtes associé, bonjour. Vous aussi Tage et ingénieur, là aussi, pas banal, donc comme Rémi, vous avez été dans une autre vie expert logiciel chez Thales. Et puis aujourd'hui, vous êtes un des spécialistes des problématiques d'éligibilité hein, au CIR. Justement, on en parlera tout de suite après la présentation avec vous parce que c'est pas toujours simple de s'y retrouver hein, dans les évolutions de l'éligibilité au CIR. Voilà. Julien Pelfig, que je vois toujours par ordre alphabétique. Bonjour Julien. Vous êtes économiste associé donc chez Tage, spécialiste donc de l'économie de la fiscalité. Vous êtes aussi chercheur associé au CRED, hein, vous savez, le Centre de recherche en économie du droit, et puis chargé de cours à Paris 2, il est, et également enseignant à l'ESCP. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Et puis, il publie nombre de papiers et d'études, bien évidemment, sur les revues, dans les revues spécialisées. Et puis enfin, le dernier, mais pas le moindre, c'est Jean-Charles Rény. Bonjour Jean-Charles, avocat associé chez Tage, hein, donc vous avocat, et vous accompagnez aussi les grandes entreprises et les moyennes hein, en matière de fiscalité et de l'innovation. Et vous avez une expertise très pointue dans le domaine de la mise en place hein, et de la gestion du régime fiscal en faveur des brevets donc, et des logiciels, hein, le fameux IP Box. On aura l'occasion d'en parler en troisième partie hein, de ce webinaire. Voilà, bonjour à vous tous. On va entrer dans le vif du sujet avec vous, mon cher Lionel, pour une douzaine de minutes. Alors, on m'a dit, quand j'ai préparé un peu ce webinaire, on m'a dit, vous savez, Lionel, c'est le père de la doctrine chez Tage sur l'éligibilité. Vous voyez, l'éligibilité au CIR. Alors, dites-moi, donc la question, évidemment, est tout à fait centrale. Alors, rien de tel là aussi que d'avoir un ingénieur, parce que c'est une des particularités de Tage, hein, vous êtes de nombreux ingénieurs hein, à travailler aux côtés des avocats et donc des économistes, rien de tel que d'avoir un ingénieur pour mieux comprendre évidemment ce qui se passe en termes de définition de l'éligibilité des projets. Alors, les textes, alors je sais que vous avez préparé un certain nombre de slides hein, là-dessus, notamment les textes qui définissent la recherche
éligibles n'ont pas vraiment changé depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on en parlerait finalement plus aujourd'hui, mon cher Lionel? Alors les textes, oui, eux, ils n'ont pas vraiment changé depuis assez longtemps, mais comme ils sont assez lapidaires, disons, enfin, la définition qui est donnée par la loi, elle est quand même relativement courte. En fait, les praticiens, ils se servent d'autres éléments qui font partie de l'écosystème, voilà, des grilles de notation ou différentes choses. Et en particulier, il y a un document qui est beaucoup plus utilisé en matière d'éligibilité que les textes de loi, c'est simplement le guide du ministère de la Recherche. Et lui, par contre, il a beaucoup évolué ces dernières années. Mmh. Alors, ce guide, il y avait d'autres choses que vous vouliez dire ou vous vouliez attaquer directement sur ce guide qui a changé récemment? Allons-y. Oui. Ouais. Alors oui, il a changé, enfin donc il change plus ou moins suivant les années. Il a changé beaucoup dans les 2 dernières années, en particulier il y a eu l'introduction des critères de Frascati, il y a eu des modifications assez importantes qui ont été faites sur le modèle de documentation qui est donné par le guide, qui permet aux entreprises de savoir quoi mettre dans les dossiers. Et cette année, il y a eu une espèce de bizarrerie, c'est-à-dire que on a eu le droit à une consultation de la part du ministère de la Recherche, qui a donc demandé aux acteurs de l'écosystème, aux organisations professionnelles et aux conseils, etc., de dire ce qu'ils pensaient du guide. Il y a eu beaucoup de contributions. Nous, on a fait une contribution qui était assez longue sur comment améliorer sa pédagogie, comment le réorganiser, etc. Et paradoxalement, le guide qui est sorti il y a quelques semaines, c'est un de ceux qui ont le moins évolué depuis ces 10 dernières années sur le sujet de l'éligibilité. Je suis un peu méchant en disant ça, mais c'est assez frustrant de voir qu'il y a eu cette consultation avec beaucoup de retours et finalement très peu de choses prises en compte. Oui, alors donc ça veut dire un résultat quasi nul, hein, si je vous suis bien. Alors pour autant, qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide qui puisse définir l'éligibilité ou qui aide les entreprises sur ce sujet? Là aussi, je crois qu'il y a le slide numéro 2. Oui, c'est celui-là. En fait, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui sont pas forcément très bien articulées entre elles, mais d'abord il y a la loi, tout seigneur, tout honneur, donc c'est vraiment ce qui apparaît en premier dans le guide. Ensuite, il y a les 5 critères de Frascati, donc qui proviennent de ce fameux manuel de Frascati, et un peu plus loin dans les premières parties qui concernent l'éligibilité, on voit apparaître la définition qui est une définition plus usuelle de la méthode scientifique, qui apparaît dans ce fameux chapitre 3. Et tout ça ne suffit pas pour rendre quand même l'éligibilité compréhensible? Alors non, pas complètement, parce que en fait c'est pas très clairement organisé. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, par exemple, pourquoi on aurait une deuxième définition au chapitre 3 de la méthode scientifique alors qu'on a celle de la loi. Bon, il y a une raison pour laquelle ça existe, mais c'est pas expliqué. On ne sait pas d'où sortent les critères de Frascati. Ok, c'est très bien, le manuel de Frascati a établi ça en 2015 ou 2016, mais pourquoi est-ce qu'ils sont repris? Et les critères ne sont pas non plus articulés avec les définitions. Donc ça fait un peu quelque chose d'un peu posé là, parce que voilà, on avait des problèmes pour arbitrer sur l'éligibilité, puis on a trouvé ces critères-là. Donc ça veut dire tout ça, pas beaucoup d'ancrage logique à la loi. Qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, pour finalement améliorer tout cela? Qu'est-ce que vous aviez proposé? On l'a proposé effectivement dans les retours qu'on avait fait sur le guide. Nous, ce qu'on avait proposé, c'était un enchaînement qui était plus logique, dans lequel on mettait en fait la définition usuelle de la méthode scientifique au cœur du raisonnement. Donc, on a la loi avec ces 3 catégories. On aurait expliqué que le point commun à ces 3 catégories, c'est la présence de la méthode scientifique. Et ensuite, on déclinait à partir de ces points qui constituent la méthode scientifique qu'on va voir après, pourquoi la documentation elle est structurée comme ça et pourquoi on attend tel élément dans la documentation, pourquoi les critères d'éligibilité, ça peut être ça ou ça. Enfin voilà, on aurait structuré à partir de cette définition usuelle. Alors, je crois que vous aviez il y a un petit slide 3, non? C'est ça que vous vouliez projeter? Oui, puisqu'on parle de la démarche scientifique et que nous, on dit qu'elle est si centrale et qu'on la mettrait au cœur du raisonnement, ça serait bien qu'on la projette, mais sinon, je peux l'expliquer. C'est le slide d'après. C'est le slide d'après, voilà. Voilà. Et alors, nous, on l'aime bien dans sa version simple. C'est la version qu'on peut trouver sur Wikipédia et que vous voyez qui est sur la partie gauche de l'écran. Donc, cette version-là qui est facile à mémoriser, elle est très simple et en fait, elle contient tous les éléments qui sont nécessaires pour nous. Ce qu'on voit sur la partie droite,
c'est la version qui a été donnée par le guide du ministère de la Recherche, qui est une version qui est assez ressemblante parce que les 4 points qui sont à gauche sont bien présents à droite. Par contre, elle a été alourdie avec des choses qui nous paraissent pas forcément nécessaires, et on comprend que dans l'esprit des experts du ministère de la Recherche, c'est dans un objectif d'expliquer la documentation. Donc la documentation est très présente dans les points que eux ont rajoutés, et donc c'est un peu dommage de notre point de vue que la définition soit pas restée avec sa pureté qu'on peut voir à gauche. Donc c'est intéressant parce qu'on voit à droite, hein, effectivement, c'est clair, simple, hein, beaucoup moins sujet à interprétation que donc les critères de voilà, ça y est, on la voit bien là, que les critères de Frascati, hein, Lionel. Alors vous m'avez l'air finalement assez hostile, si je devais vous résumer à ces critères là aussi. Question posée au père de la doctrine sur l'éligibilité Gettage. Alors oui, on peut dire ça, oui, ça se voit chaque fois que j'en parle, ça s'entend. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, l'objectif de ces critères, c'est de lever des ambiguïtés dans lesquelles on a des difficultés pour arbitrer sur l'éligibilité. Et notre sentiment à nous, quand on a vu apparaître ces critères, c'est qu'ils allaient au contraire créer plus de zones d'ambiguïté qu'ils n'allaient en résoudre. C'est-à-dire que ils introduisent tous des zones un peu d'arbitrage subjective. Si on prend par exemple, si on peut passer sur le slide suivant, si on prend par exemple le critère de créativité, on voit bien une discussion entre un expert et puis un ingénieur d'une société. L'expert dit, je trouve que vous n'avez pas fait preuve d'assez de créativité. Qu'est-ce que vous voulez que l'ingénieur de la société réponde? Là, on est en plein subjectif. Donc, pour cette raison-là, puis il y a 2 autres raisons. D'abord, il y en a une qui est qu'on les appelle les critères de Frascati, mais si on regarde bien, ce qui est dans le guide du ministère de la Recherche, c'est pas tout à fait les critères de Frascati. Parce que sur le slide, vous voyez, il y a deux couleurs qui sont utilisées. Ouais. Ce qui est en vert, c'est vraiment le titre du critère comme il apparaît dans le manuel de Frascati. Et par exemple, donc viser à obtenir des résultats nouveaux. Et nouveauté, critère de nouveauté, c'est mis entre parenthèses. Dans le guide du ministère de la Recherche, le titre qui est très clair, viser à obtenir des résultats nouveaux, il a disparu et ça s'appelle critère de nouveauté. Et c'est pas une modification qui est anodine parce que si on prend le critère de systématisation, le sous-titre s'inscrire dans une planification et une budgétisation, c'est quelque chose qui est tout à fait discutable comme critère. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de définir un budget et une planification pour dire qu'on est en train de faire de la recherche? Donc, le ministère de la Recherche a bien vu qu'il y avait un problème là et n'a pas repris le sous-titre, a gardé le critère avec une bonne compréhension. Donc, on voit qu'entre la version du guide du ministère de la Recherche et celle du manuel Frascati, il y a des divergences. Donc, ces critères sont même pas si absolus que ça, en fait. Et vous dites, alors c'est discutable, ils ont de l'ambiguïté, surtout, alors là, vous y allez carrément, vous mettez un peu les pieds dans le plat, vous dites, ils sont inutiles. Ils sont inutiles parce que si on sait bien se servir de la définition de la méthode expérimentale, dans ce cas-là, ces critères perdent de leur utilité. On peut passer au slide suivant si on veut l'illustrer. Alors, c'est assez direct. Donc là, on a pris un exemple qui consiste à montrer que en fait, les 3 des 5 critères sont cachés derrière le premier point de la définition de la méthode expérimentale, qui est la formulation d'un problème scientifique. Si vous prenez par exemple le critère je ne vais pas les faire tous les 3, prenons par exemple la créativité, reposée sur des notions et hypothèses originales et non évidentes. Donc il est évident en l'occurrence, si on repose sur des notions qui sont évidentes pour l'homme de l'art, alors il n'y a pas de problème pour l'homme de l'art. Donc si on a posé qu'il y avait un problème scientifique, la créativité, elle est un peu implicite. C'est la même chose pour l'incertitude. S'il y a un problème scientifique, c'est qu'il y a des incertitudes. S'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de problème. Et si on a besoin de s'appuyer sur des résultats nouveaux, c'est également qu'il y a un problème. Parce que si on n'a pas besoin de s'appuyer sur des résultats nouveaux, c'est que c'est à la portée de l'homme de l'art. Donc, on voit que ces critères marchent un peu sur les pieds de la définition et qu'en fait, ils sont un peu overkill, si je puis dire. Je pourrais prendre le quatrième critère, systématisation. Ça veut dire qu'on a une démarche systématique. C'est pas n'importe quelle démarche. Cette démarche, c'est la méthode expérimentale. Donc, si on a montré la méthode expérimentale, donc la partie qui est en haut du slide, qu'elle est présente, on a bien ces 4 points qui sont là. Alors, le critère de systématisation, on n'a pas besoin de le démontrer, il est automatique. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que si on se sert bien de la définition de la méthode expérimentale, on n'a pas besoin de ces critères en réalité. Alors, mon cher Lionel, convaincre l'expert qu'il y a un problème scientifique ou technologique, ça doit quand même pas être trop difficile, non? Ou est-ce que je me trompe? Alors,
En général, oui, vous vous trompez en général. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des cas dans lesquels c'est assez simple. Malheureusement, ils sont plutôt rares parce que c'est lié au fait que la recherche soit amont ou aval. Quand on est dans de la recherche amont, c'est plutôt simple. Quand on est dans la recherche aval, du développement expérimental, c'est plutôt compliqué. Et il se trouve que pour les entreprises, 80% du CIR, c'est plutôt du développement expérimental. La recherche amont, c'est plutôt dans la recherche publique qu'on va la trouver. Donc, si je vous prends un exemple. Oui, allez-y, oui, prenez-nous un exemple. Oui. Si je dis à un mathématicien que je suis en train de travailler sur l'hypothèse de Riemann, l'hypothèse de Riemann, c'est une conjecture qui a été formulée par Riemann en 1859. Depuis 1859, vous avez des centaines de mathématiciens parmi les plus brillants du monde qui essayent de démontrer cette conjecture. Donc ça fait plus de 150 ans qu'on n'arrive pas à faire cette démonstration. Donc à mon mathématicien, j'ai pas besoin de lui en dire plus. Là, j'ai posé un problème. Il est tout à fait. J'ai dit 6 mots et il est convaincu qu'il y a un vrai problème. Donc après, je peux passer dans la deuxième partie qui est, je vais lui raconter ce que je suis en train de faire comme travaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très amont, qui est un peu presque caricatural. Si je descends tout à fait de l'autre côté et que je m'adresse à un informaticien et que je lui dis, par exemple, que je suis en train de travailler sur l'amélioration des processus de développement logiciel, eh ben, depuis que l'informatique existe, il y a des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'informaticiens qui ont travaillé sur ces sujets-là. Donc là, l'expert qui est en face de moi, il va se dire, bon, il y a 99% de chances que ça soit un problème qui est classique et qui est dans l'état de l'art, enfin, des activités qui n'ont rien qui n'apportent rien à l'état de l'art. Donc là, pour le convaincre, ça va être plus compliqué. C'est là que je vais être obligé d'avoir un état de l'art qui est bien structuré, qui dit, voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qu'on ne sait pas faire, et il se trouve que ce qu'on ne sait pas faire, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais j'ai généralement un problème, en particulier pour les sujets informatiques, c'est que j'ai soit un état de l'art qui est quasi nul, c'est-à-dire j'ai pas de référence bibliographique qui soit très proche du problème qui parle vraiment du problème que je suis en train de traiter. Soit au contraire, je suis débordé, c'est-à-dire j'ai plein de papiers et donc c'est très difficile pour l'expert de conclure avec l'état de l'art. Alors là, il me reste le deuxième barrage, c'est de décrire les difficultés, c'est-à-dire le chapitre verrou et incertitude qui prend toute son importance ici. C'est-à-dire si j'arrive à convaincre l'expert que ce que je suis en train d'essayer de faire, ce n'est pas facile, ce n'est pas à la portée de l'homme de l'art, alors j'ai réussi à poser le problème. Et donc là, j'ai fait mon job. Et ça, c'est la situation dans laquelle, alors, comme vous l'avez pour le sujet informatique, je vais peut-être mettre 20 pages pour convaincre mon expert, alors que pour l'autre exemple mathématique, je l'ai fait en 6 mots. Mais c'est le quotidien des entreprises, parce que la plupart des projets sont des projets comme ça de développement expérimental sur lesquels on a besoin d'être très clair sur l'état de l'art et sur le chapitre incertitude et verrou. Bon, ben c'est parfait. Est-ce que vous avez tout dit, bien résumé aujourd'hui donc sur Mais je pense que j'ai été pas mal, oui. Ouais, vous avez été pas mal. Il a été dans le timing. On aurait presque envie de l'applaudir. Lionel Draghi, sur donc l'éligibilité le CIR aujourd'hui en 2020 dans la mouture 2020 où on en est. Et puis on aimerait bien d'avoir des choses quand même un peu plus claires pour que tout ceci puisse être plus efficace, plus rapide et une mise en musique plus efficace, quoi. Voilà, merci mon cher Lionel, on a tout dit? On a tout dit. Bon, super, restez avec nous parce que je crois qu'à un moment ou un autre, j'aurais une ou deux petites questions à vous poser à un moment où on sera sur des cas pratiques, peut-être que vous pourrez nous dire voilà comment en termes d'éligibilité tout ça se combine et comment on peut faire le lien. Voilà, merci à vous. Je me tourne vers Lucille. Oui. Lucille. Oui. Bonjour Lucille. Alors pour nous parler de l'actualité réglementaire et jurisprudentielle, il y a le projet de loi finance 2021, une jurisprudence très forte qu'on a eue cette année en 2020. Vous allez nous résumer tout ça. D'abord, s'il fallait poser une question très large, très ouverte pour démarrer, que donne l'actualité du CIR cette année dans le cadre du PLF? Alors, cette année n'est pas complètement source de bonnes nouvelles dans le cadre du PLF. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais c'est important. Le point clé, c'est qu'au 1er janvier 2022, voire 23, je dis cela parce que le Sénat entend repousser à 23, mais il est possible que le gouvernement au stade de l'Assemblée, en décembre, dans les jours à venir, revienne à 2022. Donc, au 1er janvier 2022, devrait prendre fin une mesure, on va dire, importante d'attractivité du CIR quand on le compare au régime équivalent en Europe, par exemple. Et donc, cette mesure qui prendra fin, c'est le doublement dans l'assiette du CIR de la R&D externalisée auprès d'organismes publics, CEA, CNRS, écoles d'ingénieurs, CHU, etc. C'était vraiment un élément qui nous distinguait des CIR d'autres pays européens. Et finalement, d'où la petite image des dominos. Moi, ce que ça représente en lecture directe, quand on prend les derniers chiffres publiés du MESRI, c'est une économie de
140 millions à peu près dans le budget de l'État, la fin du doublement versus les 6 milliards. Donc on pourrait se dire que c'est pas entre guillemets dramatique. Mais c'est pour moi un enjeu plus vaste. Ce qu'on peut craindre un peu, c'est un effet domino derrière cette économie faciale, somme toute modérée, un effet domino, puisqu'il y avait vraiment un effet d'entraînement entre les écosystèmes de recherche publics, privés, grands groupes, PME, et c'est ça qui est complètement au cœur de l'actualité, indépendamment des enjeux fiscaux du CIR, et qu'il faudra s'attacher à garder, même s'il n'y a plus cet élément d'attractivité dans le futur. Bon, alors juste pour rester là-dessus, puis après il y a le plafond et le plafonnement. C'est-à-dire que cette mesure, c'était pas finalement des économies de bout de chandelle, c'est peut-être plus large, un enjeu plus large. Oui, pour moi, c'est un enjeu plus large, d'où l'importance que dans les discussions avec les pouvoirs publics, les entreprises, leurs organismes professionnels et avec les organismes académiques, que la réflexion se poursuive sur comment éviter, on va dire, une baisse des collaborations publiques-privées à l'heure de la recherche collaborative. C'est vraiment dommage quelque part, et il faut rappeler qu'on est sur une mesure qui n'était pas souhaitée par le gouvernement. Ça fait suite à un problème au regard du droit de la concurrence et à une potentielle plainte auprès de la Commission sur ce que j'appelle ici l'eurocompatibilité du texte actuel. La question qui se posait, c'est est-ce que le fait d'avoir cet avantage concurrentiel aux organismes publics quand ils proposent leur service, et que parfois ils sont en concurrence avec un organisme privé, on peut se demander si c'est compatible d'avoir cette situation-là qui avantage les uns plus que les autres, même si du point de vue de la recherche collaborative, encore une fois, pour moi, c'était très bienvenu. Alors, Lucille, cette mesure, comment elle va impacter concrètement les entreprises alors, vous avez 3 points en fait qu'on a résumés là. Le premier, qui est celui qui a été le plus commenté dans la presse Arnaud, c'est la fin du doublement. Donc encore une fois, 2022 ou 2023, à suivre de près ce qui sort dans le PLF final. On passera dans quelques jours, semaines en commission mixte paritaire. Le deuxième point qui a été un petit peu moins commenté et qui est dommageable aussi, c'est qu'on perd les 2 millions complémentaires qui permettaient de passer de 10 à 12 millions de plafond si on avait au moins 2 millions de sous-traitance publique. Donc pour les sociétés qui étaient au plafond de 2 millions, c'est pas compliqué, c'est 600 000 euros de CIR en moins, 30% sur 2 millions, ça fait 600 000 par an, le compte est juste. Ouais. Le troisième point, qui a une coloration un peu anti-abus quand on regarde les rapports parlementaires, c'est le plafonnement de l'ensemble de la sous-traitance publique comme privée à 3 fois les autres dépenses de l'assiette CIR. Et ça, c'est quelque chose qui s'appliquait uniquement à la sous-traitance privée, mais comme maintenant toute la sous-traitance est dans le texte groupée, aussi bien la publique que la privée dans le même article, dans le même élément du texte de loi, et bien finalement ce plafonnement s'applique à tout, ce qui, dans une logique anti-abus, est bienvenu, ce qui peut en revanche créer des effets de bord, notamment pour les startups qui sont des essaimages de la recherche publique. Et donc malheureusement, je crains des effets de bord, on va dire malvenus, quand on a des startups créées par des sur-essaimages de recherche publique. Ça peut être tout à fait légitime et hors dehors de toute situation abusive qu'il y ait une collaboration sur un montant conséquent avec un organisme public. Voilà. Ouais. Bon, une mesure donc qui s'appliquera au contrat en cours. Alors ça c'est vrai, c'est l'autre point dommageable. Que ça s'applique aux essais cliniques, mettons, signés en 2020 qui vont durer jusqu'à 2025. On voit bien que c'est dommageable pour des équations économiques déjà signées. Ouais. Alors, ma chère Lucille, est-ce qu'on peut dire qu'on est encore dans la sanctuarisation? Vous savez, c'était un peu comme la parole d'évangile, ça a été beaucoup dit à une époque. Je crois que c'est Bruno Le Maire, le premier, dès 2017 d'ailleurs, donc dès qu'il est arrivé à Bercy, qui avait prononcé le mot. Je crois que c'était repris d'ailleurs aussi par le président de la République. Voilà, la sanctuarisation. Moi, je travaille beaucoup avec Business France. C'est très souvent mis en avant, évidemment, le CIR en tant que attractivité, que facteur important de la compétitivité des entreprises françaises, parce qu'on rattrape un peu le coût du travail, et bien par cet avantage pour le monde de la recherche. Voilà, on avait l'impression que c'était sanctuarisé. Est-ce que on y est encore, ou vous sentez que peu à peu ça grignote? Alors, j'aime bien votre mot de grignotage. Je pense que c'est le moment d'être particulièrement vigilant. On était très positif chez TAGE dans nos rendez-vous annuels, celui-ci ou l'autre, sur le CIR depuis 10 ans. La sanctuarisation date pas de 2017. Je me permets, Arnaud, de corriger. Elle a plus de 10 ans, en fait. Non, mais je veux dire qu'avec le nouveau gouvernement, oui, bien sûr. Voilà, elle a été reprise, elle vient de les époques Sarkozy, reprise sous Hollande, et effectivement adoubée de nouveau
par les équipes d'Emmanuel Macron, si bien que il y a assez peu de sujets fiscaux. Hein, si on regarde dans tous les sujets fiscaux, il y a assez peu de sujets fiscaux sur lesquels on faisait autant corps. Et ça avait un intérêt majeur, c'est que la R&D, le temps de la R&D, c'est pas 1 an ou 2, mais c'est des projets pluriannuels. Et donc finalement, cette sanctuarisation, c'est ce qui est nécessaire pour permettre aux entreprises de raisonner dans la durée. Donc aujourd'hui, il y a 3-4 coups de canif que vous avez listés à l'écran là. Hein. L'année dernière a été voté un rabot sur les frais généraux qui sont passés de 50 à 43%. Là, on a la fin du doublement. Et puis il y a aussi, on va dire, une floraison d'insécurité fiscale dans le cadre des contrôles sur la sous-traitance. Donc ça, c'est plus par le biais des contrôles. Et donc c'est ce qui justifie votre terme de grignotage et de coût. Et alors, je vais même plus loin, ma chère Lucille. Est-ce que derrière, on peut parler d'une dimension de moralisation, en quelque sorte, du CIR? À une époque, on avait pu dire, vous savez, qu'il avait été dévoyé par les banques, par exemple, qu'il avait interprété à leur façon pour leurs dépenses informatiques. Voilà. Est-ce que tout ça, quand même, c'est derrière nous et là-dessus, on peut plus dire ça? Alors, on va pas revenir sur les banques, mais le CIR des banques, de mémoire, dans les statistiques du MESRI, c'est 90 millions sur les 6 milliards. Oui, c'était rien, en fait. Hein. Bon, voilà. Après, c'était plus une question de politiquement correct que d'enjeux financiers pour les services de l'État. Tout ce qui est mesure anti-abus, vous avez la première année aussi de la mesure sur la cascade votée il y a 1 an. Donc, la mesure sur la cascade, beaucoup d'entre vous connectés la connaissent. C'est le fait que quand on a un sous-traitant de rang 2, on va juste y revenir juste après, il y a eu une mesure anti-abus votée il y a pile 1 an dans le cadre du PLF 2020. Tous ces éléments-là, tant qu'ils permettent en fait aux entreprises qui sont la majorité silencieuse, qui sont des bons utilisateurs du CIR, c'est quelque part utile d'avoir des éléments qui limitent les cas de figure de risque d'abus. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, on y est justement. Alors c'est intéressant parce que vous nous parliez déjà de la cascade, hein, notamment pour la sous-traitance, très important. Alors vous allez y revenir là parce que je vais vous poser un peu une question sur on va revenir au terrain et aux contrôles fiscaux. Alors quelle tendance en matière de contrôle et d'expertise CIR? Et je sais qu'il y a la question évidemment des mesures cascades qu'on retrouve dedans. Oui, on peut effectivement y dire. Il doit y avoir un slide, voilà, c'est ça. Merci Marion. Alors si on regarde un petit peu le terrain, les contrôles par l'administration fiscale, la DVNI, les DIRCOFI et les expertises du MESRI, donc on voit qu'on a pas mal d'acteurs, mais si on essaye de regarder un petit peu ce qui ressort de tout cela, et en comparant avec l'étranger, il y a une première chose qu'on disait déjà, mais qui vraiment se confirme et devient une tendance plus forte, c'est d'aller vers une importance plus grande des preuves et de la traçabilité. Un régime plus evidence-based, comme je dis à l'anglo-saxonne parce que c'est ce qu'on a vu en Australie ou au Canada notamment, une invitation à être peut-être plus concis dans les dossiers CIR rédigés pour les besoins du CIR et à compléter ça par des annexes qui quelque part sont des preuves pour la partie technique. Et pour la traçabilité, on voit que dans certains dossiers, on va avoir de plus en plus un expert de la BVCI, donc les brigades de contrôle des fiscalités informatisées, qui peuvent chercher à vérifier la donnée source et pas juste les tableaux qui sont dans le dossier CIR. Donc il y a une tendance là-dessus autour des preuves. Et il y a une autre tendance, alors quand on a mis attention aux situations abusives, on repense à cette question de cascade. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Alors, en 2 mots, cette mesure, elle est utile pour nous parce que ça permet d'endiguer, on va dire, la tentative qui pouvait, probablement rarement, mais qui pouvait exister, qu'on ait un sous-traitant de rang 2 qui déclare du CIR sur une assiette qui, chez le donneur d'ordre, se retrouvait prise en compte. Donc, la cascade a une logique vraiment anti-abus. En revanche, elle s'applique à tout le monde et pas seulement aux sociétés qui étaient dans une situation abusive. Et donc, toujours dans cette logique preuve et traçabilité, moi, j'inviterais toutes les personnes connectées à faire vraiment attention au formalisme et aux preuves, parce que tel qu'est rédigé le texte, le principe désormais que vous avez sans doute en tête et qu'il faut garder en tête, c'est que le principe, c'est que le sous-traitant de rang 1 est supposé faire les travaux de R&D confiés par le donneur d'ordre. Si bien que c'est uniquement par exception que la sous-traitance de rang 2 peut être éligible si c'est agréé, etc. Et donc, si vous avez un contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant de rang 1 qui interdit par principe dans le contrat la sous-traitance de rang 2, là, j'aurais envie de dire, en tant que donneur d'ordre, les sociétés connectées ici sont, entre guillemets, tranquilles.
Si en revanche, vous avez un contrat qui autorise le sous-traitant rang 1 à faire appel soit en intragroupe, et c'est parfois piégeux, soit auprès de tiers, ça peut être un laboratoire de test, ça peut être d'ailleurs un académique, à faire appel à un rang 2, eh bien, si vous n'avez pas une preuve qui ne doit pas juste être un email informel, donc il faut réfléchir à se préconstituer des preuves maintenant, pendant que les choses sont encore fraîches, sans attendre le contrôle dans 2 ou 3 ans. Ouais, parce que la totalité après est susceptible d'être rejetée en quelque sorte. Hein. Voilà, tel qu'est rédigé le texte, quand on n'est pas dans la situation où tout est fait par le rang 1, eh bien finalement on se retrouve, c'est une sorte de renversement un peu rampant de la charge de la preuve, si vous voulez. Alors je me tourne vers Jean-Charles. Jean-Charles Rémy, on a bien compris hein, l'intérêt de cette mesure anti-abus hein, sur la sous-traitance en cascade. Qu'est-ce que ça veut dire quand même pour les freelances, notamment dans le digital, très nombreux? Est-ce que ça va les pénaliser? Ouais, Arnaud, effectivement, dans certains écosystèmes, notamment dans le digital, dans l'IT, beaucoup d'entreprises font appel à des prestataires qui eux-mêmes, pour faire la prestation, n'utilisent pas des salariés au sens classique, mais des freelances. Et c'est vrai que cette mesure en cascade, de fait, s'applique aux freelances qui vont être considérés d'un point de vue technique comme des sous-traitants de rang 2. Donc, si on va au bout de la logique, ça veut dire que pour bénéficier du CIR sur les travaux rendus par ces prestataires, il faudrait que tous leurs freelances à eux soient également agréés. Ce qui est évidemment un obstacle très significatif, puisque vous imaginez bien qu'en pratique, c'est impossible de faire agréer des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de freelances. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Ouais, un vrai sujet. Merci à vous, Jean-Charles. On vous retrouvera tout à l'heure hein, sur l'IP Box. Ma chère Lucille, on va un petit peu accélérer. Je sais que vous vouliez me parler un peu vous m'aviez dit, voilà, on est quand même, et c'est pour ça que je voulais vous poser la question, on est quand même sur un manque de dialogue, hein, un dialogue atone hein, avec le ministère de la Recherche en particulier, et que les consultations publiques seraient bienvenues quand même. Hein. Alors, la consultation publique a eu lieu, alors Lionel en a déjà un peu parlé. Plus large. Le dialogue sur 10 ans a beaucoup progressé. Et là, on a l'impression qu'il y a, je le mets en parallèle avec ce coup de canif sur la sanctuarisation, on a l'impression que ça s'est un peu grippé, que ça s'est un peu freiné. Il y a un certain nombre de points. On va y revenir avec le point d'après sur la jurisprudence. Je vous aide à accélérer là, puisqu'il y a des jurisprudences qui sont au plus haut niveau du Conseil d'État, qui sont quelque part contredites par le guide. Et donc, c'est un tout petit peu curieux qu'on ait un guide sorti le 28 novembre, 6 mois après des jurisprudences du Conseil d'État, qui disent le contraire en termes de pédagogie vis-à-vis des jeunes entreprises et des ETI, des entreprises de taille moyenne. Voilà, c'est vraiment dommage. Alors même que de toute façon, toutes les entreprises de toute taille, start-up, ETI, grands groupes, peuvent bien sûr appliquer les arrêts du Conseil d'État qui sont, pour ceux qui ne sont pas juristes ici, qui sont de droit positif, qui sont évidemment applicables, quel que soit ce qui est dit dans le guide. Mais si vous voulez, vu l'importance pédagogique du guide, voilà, c'est dommage. Donc c'est comme ça que j'illustrerai ce sujet de dialogue à reprendre. Je vous posais la question parce que je sais que vous êtes particulièrement impliqué dans tous ces dialogues avec l'écosystème au sens large et puis avec l'administration. Alors la jurisprudence, effectivement, merci Marion, vous nous avez préparé déjà le petit slide. Il y a eu 3 grosses décisions qui ont été rendues, 3 gros arrêts qui ont été rendus par le Conseil d'État notamment et qui changent beaucoup de choses. Alors le premier, c'est sur la sous-traitance. Alors quand j'ai peaufiné un peu ce webinaire, je me suis aperçu quand même que la sous-traitance c'est à peu près 12%, je crois, des dépenses de CIR, bon, beaucoup moins que le personnel évidemment, qui est très très majoritaire, mais enfin quand même c'est important. Et là il y a eu donc cette décision, donc le Conseil d'État qui a censuré l'analyse restrictive que faisait l'administration fiscale, c'est ça, à propos de l'éligibilité des travaux confiés. Donc aujourd'hui, ce serait au niveau du projet et pas pris isolément au niveau des travaux que l'on doit retenir le périmètre. C'est ça, si je résume? C'est un excellent résumé, Arnaud. Vous allez pouvoir rejoindre les équipes fiscales de TAJ. C'est un arrêt du Conseil d'État du 22 juillet 2020, donc l'arrêt FNAMS. Ceux qui souhaitent avoir les références, on pourra bien sûr les adresser. Je parle habituellement de saucissonnage, qui était la politique du Messery. Alors, c'est un petit peu tôt, 9h30, pour évoquer le saucisson. Prenons ce matin l'image du puzzle. L'idée, en fait, c'est une approche, quand on dit une approche plus économique, c'est que quand on a, et notamment les entreprises de toute taille, mais en particulier les entreprises de taille moyenne ou petite, n'ont pas la capacité à avoir tous les moyens de test, un certain nombre de profils. Et donc, quand on a des tests électromagnétiques dans un certain domaine, des tests en acoustique dans une chambre anéchoïque, c'est onéreux une chambre anéchoïque. Je prends ces 2 exemples-là, on peut en prendre dans la santé également.
Quand on n'a pas les moyens d'avoir internalisé ces prestations-là, on était traité de façon quelque part inéquitable, puisque les sociétés qui pouvaient internaliser ces tests-là, quand ils étaient rattachables à des projets de recherche, étaient déjà acceptés comme éligibles, mais pas quand ceux-ci étaient externalisés. Alors même que la loi indiquait que pour la sous-traitance ou pour la R&D est externalisée, c'était les opérations de même nature. Donc si vous voulez, pour nous, et pour beaucoup d'entreprises, opérations de même nature, c'était assez clair. Et ça visait, y compris nos tests en chambre anéchoïque, etc. Et finalement, le message du Conseil d'État est très clair, c'est on raisonne sur tout ce qui répond à ces notions d'opération de même nature, peu important que ce soit fait ou en interne ou en externe. Ça a l'avantage, en termes d'égalité des contribuables, de traiter tout le monde de façon, on va dire, équivalente. Et si je prends cette fois alors l'image du puzzle pour changer du saucisson, si vous voulez, s'il manque une pièce dans un puzzle, même si c'est peut-être pas celle qui est au milieu, même si elle est sur le côté, eh bien elle est importante pour le puzzle. Et voilà. Si alors Lucie, bon, puzzle ou saucisson, moi j'aimais bien l'image du saucisson. Pourquoi pas dès 9h30 du matin, les fêtes approchent et on a besoin tous un peu de se requinquer. Ce qui est sûr, c'est que ça permet quand même d'avoir une logique plus économique, et ça c'est d'autant plus important à l'heure de l'open innovation. Absolument. Oui, non, ça c'est extrêmement bienvenu et ça donne un peu de clarté. Dans certaines zones parfois un peu floues ou obscures. Donc c'est tout à fait bienvenu. Alors, ça donne de la sécurité fiscale, j'aurais envie de dire, pour ceux qui retenaient, en se positionnant sur le raisonnement que j'avais évoqué, pour ceux qui retenaient déjà ces tâches-là, ça donne de la sécurité fiscale. Pour ceux qui auraient été plus parcimonieux ou voire en excluant une partie, ça ouvre potentiellement des possibilités de réclamation sur les années passées où ils se seraient censurés, entre guillemets, au-delà de ce qu'exigent les textes. Bon, merci de votre fidélité à tous. Je vois qu'il y a déjà les questions là qui continuent à arriver. On va essayer de faire une belle séquence de questions-réponses. Tous à la fin. Signe de votre intérêt, merci à vous tous évidemment. Alors deuxième gros arrêt du Conseil d'État, ma chère Lucille, c'est le Conseil d'État qui a clarifié le calcul du CIR des sociétés de services agréées. Et ça c'est d'autant plus important qu'il y avait une espèce d'application complètement ubuesque en quelque sorte d'une doctrine illégale qui fait qu'on arrivait à générer des crédits d'impôt négatifs sur certains projets, ce qui fait qu'on payait de l'impôt en quelque sorte. Ouais, c'est vraiment l'image que j'emploierais. Quand on repayait avoir un crédit d'impôt négatif, ça revient effectivement à créer un impôt. Et donc, même si, on accompagne beaucoup des donneurs d'ordre et aussi des sociétés de sous-traitance, en tant que juriste et quand on est légaliste, avoir une doctrine qui revient à créer une sorte d'impôt alors que l'impôt c'est du domaine de la loi, c'était évidemment embêtant. Et d'où ceci venait? Eh bien, ça venait de ce que, selon la lecture de l'administration fiscale, on pouvait être amené à déduire finalement les facturations auprès des donneurs d'ordre français qui bénéficiaient du CIR. Et du coup, cette approche par les facturations, ça générait cette sorte de CIR potentiellement négatif. Le Conseil d'État a quelque part mis un terme à cette approche un peu ubuesque par un arrêt Takima du 9 septembre 2020, où il indique que les dispositions donc légales sur les sociétés agréées qui déclarent du CIR et qui impose à ces organismes de déduire de leur assiette les sommes facturées à ces donneurs d'ordre ne peuvent être lus comme revenant à déduire ce qui excéderait le montant des dépenses de recherche éligibles pour ces mêmes opérations. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, les sociétés agréées, désormais, sont complètement légitimes à retenir dans leur assiette uniquement leur recherche propre, leur recherche sur fonds propres. Ça a été éclairé en 2019 par d'autres arrêts Capgemini, Altran, notamment de la Cour d'appel de Versailles, qui sont définitifs. Donc, leur recherche propre et leur recherche sous contrat menée pour des clients essentiellement étrangers, pour des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est un autre domaine où on a de la clarté. Alors, vous avez dit qu'on avait 3 arrêts importants et on va s'en tenir à 3 dans l'intérêt du temps. Le troisième. Voilà. Le troisième, c'est la notion de travaux confiés. On le voit là sur le slide. Ouais. Alors, c'est ce que j'appellerais Genfit 2 bis repetita. Ouais. On est sur un arrêt d'appel, la Cour d'appel de Versailles, et c'est le deuxième arrêt Genfit. On était aussi sur une société agréée, mais je pense qu'il a une portée beaucoup plus large. Donc, il indique, et là, c'était défavorable à la société Genfit, que quand on a un contrat public-privé, finalement, la notion de ce qui est exclu, c'est par rapport aussi au contrat de collaboration. Et finalement, moi, j'aurais tendance à dire que la portée de cet arrêt, c'est surtout quand on est côté donneur d'ordre,
On avait ce débat, qu'est-ce que ça veut dire confier? Est-ce que confier, c'est comme nous le disait le ministère de la Recherche dans son guide depuis 2-3 ans, est-ce que c'est uniquement la sous-traitance au sens strict? Et même il y a 1 an ou 2, le ministère de la Recherche a dit la sous-traitance au sens de la loi de 75, donc dans un sens très étroit. Quand le législateur veut viser quelque chose de très précis, il le dit dans la loi. Là, dans la loi fiscale, c'était la notion de travaux confiés. On était en 83, bien après 75. Donc, si on a pris confié et pas sous-traité, c'est sans doute pour une bonne raison. Et donc, on avait des débats de l'insécurité, du flou dans les contrôles. La Cour d'appel de Versailles, elle vient nous confirmer pour la 2e fois avec cette décision du 28 mai 2020 Genfit, la 2e donc du même nom, que finalement, au sens de la loi, que les conventions de collaboration, et là on était bien sur une convention de collaboration, eh bien, même si ça a une exception plus large, ça répond à la notion de travaux confiés, même si ça ne pourrait pas être qualifié de relation de sous-traitance. Et donc, même si ça ne pourrait pas être qualifié de relation de sous-traitance, est très intéressant parce que ça nous donne une base jurisprudentielle forte de la Cour d'appel de Versailles, comme quoi la notion de travaux confiés ne se limite pas à la relation de sous-traitance au sens strict. On en était convaincus, mais ça va mieux quand c'est confirmé par les juridictions. Exactement, ça va sans dire et ça va mieux en le disant. Vous nous l'avez dit parfaitement. Merci à vous, ma chère Lucie. Je sais qu'on vous retrouvera tout à l'heure un peu plus en aval également, puis sur le mot de conclusion. Merci pour ces 3 arrêts, on est d'accord. Les 2 du Conseil d'État et puis donc celle de la Cour d'appel. Sur une quinzaine d'autres, mais je m'arrêterai là. Voilà, les sous-traitants agréés et les tests. Donc pour la sous-traitance qu'on va essayer donc de bien pouvoir désaucissonner en quelque sorte. Merci à vous, ma chère Lucille. Alors on va passer à la 3e partie avec Jean-Charles qu'on retrouve, Jean-Charles Rony. On va parler de l'IP Box, vous savez. Alors c'était la grande affaire, l'IP Box il y a l'an passé, notamment. C'était la grande affaire, je crois d'ailleurs, de votre colloque que vous faisiez encore en présentiel, votre colloque l'an passé avec la loi de finances de 2019 qui harmonisait les règles fiscales françaises et européennes en convenance avec les dispositions de l'OCDE pour donc les brevets, les inventions brevetables et puis les logiciels donc protégés par droit d'auteur. Alors je crois qu'on a préparé un petit slide là aussi, si on peut le mettre, ma chère Marion, pour un peu nous rappeler un peu les grands concepts et puis le taux, parce que je pense que ça va nous intéresser. Voilà, ce taux réduit à 10%. Là, on est quand même dans un geste fort. Allez, à vous, Jean-Charles. Oui, Arnaud. Donc, effectivement, je ne vais pas revenir sur le régime, je vous rassure, il est très complexe, vous l'avez dit. Ouais. Donc, juste quelques points saillants. Allez-y, quelques points. Ouais. Voilà, donc quelques points saillants. De quoi parle-t-on dans l'IP Box? On parle d'un taux d'impôt réduit à 10%. Alors qu'aujourd'hui, le taux actuel est à 31 et descend à 28 et pourra même être amené à 25% dans les prochaines années. Mais vous voyez qu'il y a quand même un différentiel significatif. Donc, c'est des économies quand même parfois substantielles. On parle d'un régime qui s'applique, je le rappelle, aux licences ou aux sous-licences. Donc, c'est un régime très légaliste. Il faut que les contrats soient vraiment bien mis en place en ce sens. Oui. Et qu'est-ce qui tombe dans l'IP Box? Eh bien, vous l'avez rappelé, Arnaud, ce sont les brevets. Et la grande nouveauté depuis 2019, ce sont également les logiciels protégés par droit d'auteur. C'est-à-dire, en fait, les logiciels originaux. L'autre grande affaire, comme vous l'avez dit, de l'IP Box, c'est l'introduction depuis 2019 d'un lien qu'il faut calculer et documenter entre la R&D et les actifs générés par cette R&D. Et c'est ce qu'on appelle le ratio de lien ou le fameux nexus. Voilà. Donc tout ça fait qu'on a aujourd'hui un régime très attractif, mais qui est conditionné à un certain nombre d'éléments pas toujours évidents, on va dire, à mettre en œuvre. Peut-être le dernier point, avant qu'on passe à la slide d'après, c'est qu'on a des commentaires administratifs définitifs qui ont été publiés cette année, donc en avril. Évidemment, je vous rassure, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. C'est surtout une confirmation de commentaires qu'on avait déjà eu l'année d'avant, un peu en mode officieux, en tout cas pour consultation. Juste 2 points, parce qu'on va y revenir peut-être un peu après, ça fera écho à ce que dira peut-être Rémi. C'est sur les brevets, il y a 2 précisions intéressantes dans ce beau FIP. Oui. Si vous voulez, c'est les brevets qui sont licenciés worldwide, donc dans tous les pays du monde, eh bien, peuvent être éligibles. Donc, quel que soit le pays du licencié, si vous voulez, on peut bénéficier en France de l'IP Box, lorsque les revenus, évidemment, sont rapatriés en France, du moment que le brevet est déposé en France ou dans un pays de l'Union européenne.
Donc ça, c'est la première précision intéressante de la doctrine. La deuxième, et j'en termine par là, c'est que vous pouvez bénéficier de l'IP Box immédiatement sur les brevets en cours de délivrance, sous réserve que ces brevets soient obtenus, donc délivrés par exemple par l'INPI, dans un délai de 3 ans. Donc ça met aussi une petite contrainte sur les entreprises qui veulent bénéficier de l'IP Box sur des brevets qui ne sont pas encore définitifs. Bon, bah, parfait. Merci de nous avoir planté le décor, là, en quelque sorte, de manière extrêmement synthétique sur les points saillants, bien évidemment. Juste avant, j'avais une petite question, voilà, sur le détourage des revenus, hein. Vous savez, c'était une des difficultés, hein. C'était le détourage des revenus ou chiffres d'affaires éligibles, hein, notamment sur le logiciel, le pourcentage, hein, du chiffre d'affaires qu'on peut attribuer au logiciel. Là, je me tourne vers Julien Pelfig. Vous qui êtes économiste, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce détourage et comment on fait? Oui, bien sûr. Si vous prenez l'exemple d'un éditeur de logiciel, par exemple, il va vendre un logiciel à un prix de 100. Donc, dans ce 100, il y a bien sûr la rémunération de la propriété intellectuelle du logiciel, mais il y a aussi la rémunération de toutes les autres fonctions et tous les autres actifs de la société. Donc, le travail qu'on doit faire pour mettre en œuvre l'IP Box, c'est passer du revenu brut, donc du chiffre d'affaires, ce qu'on a mis tout à gauche de la slide, au revenu qui est attribuable exclusivement à la propriété intellectuelle, donc ce qui est tout à droite. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, on doit calculer la part dans le prix de toutes les autres fonctions. Donc, dire l'activité vente et marketing, ça représente à peu près 10, l'activité service professionnel, etc., ça représente à peu près X. La rémunération de la marque, c'est... Et en fait, quand on réduit le prix de vente de toutes ces petites briques fonctionnelles, on arrive finalement au montant éligible. Et pour calculer la rémunération de ces différentes fonctions et actifs, on utilise des méthodes économiques qui sont classiquement utilisées dans d'autres domaines de la fiscalité, et notamment les prix de transfert. Bon, parfait. Et je sais que vous connaissez bien aussi, hein, les questions de prix de transfert. Eh ben, merci à vous, donc, mon cher Julien, pour cette petite précision. Je reviens vers vous, mon cher Jean-Charles. Comment dire, un autre aspect quand même, c'est le lien entre les revenus éligibles à l'IP Box et la R&D sous-jacente, Jean-Charles. Oui, c'est vrai que ça, c'est un élément important du dispositif, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a maintenant un ratio de lien, un nexus à calculer. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par R&D pour l'IP Box? Eh bien, comme la loi n'y répond pas, si vous voulez, c'est la doctrine administrative qui a essayé de définir en faisant un renvoi, en fait, à la R&D au sens du crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement expérimental. Donc, on retrouve cette connexion, si vous voulez, assez forte entre la R&D au sens du CIR et la R&D au sens de l'IP Box. Alors, c'est de la R&D qui est aussi donc éligible au CIR, mais alors, est-ce que ce sont toujours les mêmes projets de R&D qui sont à la fois finalement dans le CIR et dans le CIR et l'IP Box? Alors non, le chevauchement n'est pas total, comme vous le voyez d'ailleurs en bas de la slide, car en réalité, pour l'IP Box, on prend certes les projets de R&D au sens du CIR, mais qui ont un lien direct avec les actifs qu'on veut valoriser. Or, dans le crédit d'impôt recherche, vous prenez tout un tas de projets, si j'ose dire, dont certains ne débouchent sur rien, qui vont être par exemple infructueux ou non aboutis. Ces projets de CIR, donc éligibles au CIR, ils n'ont pas de lien direct avec les actifs éligibles, donc on ne pourra pas les retenir, eux, dans l'IP Box. Donc, il faut quand même faire attention quand on calcule le fameux ratio de lien, à ne pas avoir une approche, je dirais, un peu trop englobante, mais à bien intégrer dans le ratio Nexus uniquement la R&D qui a un lien direct avec les actifs éligibles. Donc là aussi, je dirais un petit peu comme pour les revenus, il y a un travail de détourage à faire sur les projets de R&D pour valoriser le ratio de lien. Ouais, je comprends. Et donc sur les dépenses elles-mêmes, hein, qu'on valorise sur ces projets, des différences entre les deux régimes. Hein. Oui, alors là aussi, chevauchement pas total parce que on sait que pour le CIR, on a des dépenses qui sont définies dans la loi. Pour l'IP Box, les dépenses qu'on va valoriser sur les projets de R&D sont listées dans la doctrine et ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, je vous prends juste un exemple. Dans le crédit d'impôt recherche, vous allez prendre les dépenses de personnel avec des charges sociales, mais qui sont assez strictement énumérées. Alors que dans l'IP Box, vous pouvez prendre ces mêmes dépenses de personnel, mais avec les charges sociales dans un sens plus large. Donc, vous voyez, il y a aussi une espèce de ping-pong à faire. Même si même projet de R&D est pris à la fois dans le CIR et dans l'IP Box, la façon de le valoriser ne sera pas tout à fait la même.
Bon, parfait. Merci, Jean-Charles. On vous retrouve dans quelques minutes pour un dernier mot peut-être sur l'IP-Box. Mais d'abord, je me tourne vers Rémi Barnéou. Vous êtes avec nous. Vous qui êtes, je le disais, un astrophysicien, parce que quand même ça c'est pas banal, un astrophysicien qui soit chez Deloitte Tage. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de ces liens entre les deux régimes d'un point de vue pratique ou process opérationnel, mon cher Rémi Barnéou? Oui, bien sûr. Donc Arnaud, en fait, ces deux régimes sont intimement lié au processus de développement d'un produit lui-même. Ouais. C'est la barre, la petite flèche bleue qu'on voit au centre là du graphique. Au début d'un projet de développement, on peut déposer des brevets de base, de même que des droits d'auteur sur d'éventuels logiciels. À mesure que le projet avance et que les dépenses de R&D s'accumulent, c'est là que le processus de réclamation du CIR se met en place. Tout au cours du long du développement de ce projet, on peut aussi déposer des brevets de perfectionnement et tranquillement, votre projet de développement va passer en mise en production, mise au point, jusqu'à une mise en marché. Et à partir du moment où des revenus sont générés à partir des produits brevetés ou liés à des brevets ou des logiciels liés à des droits d'auteur, tous ces produits ayant nécessité des développements R&D, c'est là, à ce moment-là, que le processus d'IP-Box se met en place. Ah oui, je comprends. Donc, on voit qu'il y a des interactions très importantes entre des processus CIR, IP-Box et la gestion de la propriété intellectuelle. Parce que sans brevet ou sans droit d'auteur pour le logiciel et sans CIR ou sans R&D, il n'y a pas d'IP-Box possible. Donc, en fait, ça force des responsables R&D, des responsables fiscaux, financiers et les responsables IP de se parler, d'échanger des informations afin de permettre cet arrimage qui est parfois un peu complexe et surtout qui n'est pas complètement naturel entre toutes ces disciplines. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas seulement un impact de l'IP-Box fiscal ou financier, si je devais synthétiser, résumer, mais donc c'est toute la stratégie de politique de PI, évidemment, des entreprises. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner ou des exemples sur lesquels vous travaillez, Oui, bien sûr. Peut-être on peut regarder à la slide suivante, Marion, s'il vous plaît. Par exemple, Jean-Charles a mentionné une société pour pouvoir bénéficier du revenu, de la baisse d'impôt. Voilà. Oui, de la baisse d'impôt de l'IP-Box doit avoir des brevets délivrés par les offices. Alors, une société, si elle veut sécuriser son processus IP-Box, en fait, elle doit s'assurer que tous les revenus qui bénéficient du taux réduit d'impôt soient bien liés à des brevets par les offices et à des projets R&D. Donc, il y a ce travail de suivi, de traçabilité sur les brevets qui doit être effectué. Mais voilà, les brevets, qu'en est-il des brevets déposés, mais non encore délivrés? Comme l'a dit Jean-Charles, l'administration admet un délai de 3 ans entre la déclaration IP-Box d'un revenu lié à un brevet et la délivrance effective de ce brevet. Ça veut dire que vous avez 3 ans pour que votre brevet soit délivré. À défaut de quoi, vous devrez rembourser le bénéfice IP-Box indûment perçu. Ce qui veut dire que l'équipe IP, donc l'équipe juridique qui s'occupe de la gestion de la protection intellectuelle, doit donc faire un travail de sécurisation et de suivi très serré de tous ces brevets pour s'assurer que tous les revenus affectés à ces brevets soient bien liés à des brevets délivrés par les autorités. Et alors un exemple par exemple, en ce moment, on accompagne une société dont une partie importante de ces, réductions d'impôts IP-Box, de l'ordre du tiers, sont liées à des brevets en cours de déposés et en cours d'acceptation. Donc, ce qui veut dire que pour cette société, si elle n'obtient pas les brevets d'ici 3 ans, il pourrait y avoir jusqu'à un tiers de son IP-Box qui serait impacté et qu'elle devrait rembourser. Voilà. Bon, parfait.
Eh ben, merci à vous, mon cher Rémi. Est-ce que vous voulez conclure, Jean-Charles Oui, est-ce que vous avez aussi un exemple éventuellement à la suite je pense que c'est Rémi? c'est très intéressant les synergies entre le CIR et l'IP-Box. On en voit sur à d'autres stades du process, par exemple sur les entretiens qu'on a pour scoper l'éligibilité dont parlait Lionel en début de présentation. On peut leverager sur ces entretiens-là pour également récupérer des informations sur l'IP-Box. Peut-être un dernier exemple sur la documentation. Les deux processus, quelque part, sont sanctionnés par une documentation, le CIR et l'IP-Box. Il y a des interactions entre les deux sur lesquelles on peut capitaliser. Donc voilà, les synergies sont assez intéressantes. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un régime qui est pas facile à mettre en place parce qu'il peut être compliqué dans son suivi rétroactif, notamment, parce qu'on peut remonter très loin, bien évidemment, mais c'est quand même très très intéressant. C'est ça qu'il faut avoir en tête, Jean-Charles, sur le point fiscal, et donc la compétitivité des éditeurs de logiciels, notamment. Oui, c'est un effort, comme vous l'avez dit, notamment pour le ratio de lien, mais qui peut à la fin être récompensé par de belles économies, effectivement. Oui, parce que le ratio de lien peut remonter assez loin, c'est ça. Oui, le ratio de lien, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans le temps, parce que par exemple, j'en finirai, vous avez un brevet que vous allez obtenir en 2027. Si ce brevet il est issu de R&D qui ont été démarrés en 2020, eh bien pour le calcul du ratio Nexus, quand vous avez déclaré l'IP-Box en 2027, il faudra remonter aux dépenses engagées depuis 2020. Donc vous voyez bien que c'est quand même un processus qui dépend du cycle de la R&D et qui est un peu challenging dans le temps. Bon, parfait. Merci là aussi sur cette présentation, comme toutes d'ailleurs, vous avez tous été extrêmement clairs et synthétiques et bien respecté les horaires. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On va attaquer notre dernière partie et puis après, on aura le temps des questions-réponses, si vous voulez bien. Avec vous, je me tourne vers vous, mon cher Julien. Alors, on va pas faire le grand écart, en quelque sorte, parce qu'on va parler de fiscalité environnementale. Alors là, on a un peu parlé de la fiscalité de l'innovation à travers le CIR et l'IP-Box. Là, on va plus s'intéresser à la fiscalité verte. Mais évidemment, on peut en faire avec les projets de la Commission européenne et puis voire du plan de relance français d'ailleurs. Mais on peut en faire un lien parce qu'on peut voir après déjà quels seront les impacts en rétroaction pour évidemment les entreprises dans leurs projets de recherche. Est-ce que vous voulez nous rappeler, je crois que vous avez préparé aussi un petit slide, Julien, nous rappeler un peu les particularités de la fiscalité environnementale par rapport à la fiscalité qu'on connaît bien, la fiscalité générale. Oui, tout à fait. Historiquement, en fait, la fiscalité, ça a servi à financer les biens publics, essentiellement l'armée. Ensuite, au courant du 19e siècle, on a demandé à la fiscalité de réduire les inégalités de revenus et de richesse dans la société. Et enfin, très récemment, dans les années 80, on s'est dit que la fiscalité pouvait aussi servir à changer le comportement des agents économiques d'une manière qui soit plus optimale socialement. Donc, c'est ce qu'on appelle la fiscalité incitative ou pigouvienne, en hommage à Arthur Cécile Pigou, le moustachu de la... Oui, c'était un keynésien, Pigou, parce que c'est amusant, je me suis... Non, c'est pas un keynésien, en fait, c'est la génération avant Keynes à Cambridge. C'est le prof de Keynes. Pas côtoyé, il me semblait qu'ils s'étaient côtoyés. Si Keynes détestait Pigou. Alors j'avais mal interprété. C'était la génération d'avant Keynes. J'ai lu un peu mes études quand j'étais en fac d'éco, il me semblait qu'ils étaient assez, disons que l'un, et quelque part il y a quand même on peut faire peut-être un lien entre l'un et l'autre parce que c'est vrai que la fiscalité de Pigou en quelque sorte, apporte une nouvelle notion qu'on peut internaliser le coût social, notamment sur la santé, etc. Et peut-être la pollution à la limite. La pollution. C'est ça la grande idée en fait. Si vous voulez, en l'absence de réglementation, une entreprise, elle va choisir sa technique de production de manière à réduire ses coûts au maximum. Et elle va pas tellement se préoccuper de dommages environnementaux qu'elle cause, d'abord parce qu'elle a du mal à le mesurer. Ouais, donc, finalement, est-ce que la taxe carbone est une taxe pigouvienne, voilà. Allez, alors justement, ça nous fait la transition. Le slide suivant, je crois que vous avez fait un petit rappel un peu de la fiscalité verte, qui est beaucoup moins importante que ce qu'on pourrait croire, c'est vrai qu'il y a une espèce de consensus général maintenant pour dire que il y a une urgence environnementale et donc face à ça, on aurait pu se dire que la fiscalité environnementale serait très importante. C'est pas du tout le cas. Si on regarde la France, la fiscalité environnementale, c'est pas grand chose. C'est à peine 2,5% du PIB. C'est stable depuis le milieu des années 90 et c'est complètement focalisé sur l'énergie. En fait, l'essentiel de la fiscalité environnementale, c'est des droits d'assises sur l'énergie. C'est 90%. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Mais il y a une raison simple à ça. En fait, le problème des taxes environnementales, c'est qu'elles sont très très mal acceptées socialement parce qu'elles sont très régressives.
en fait, la consommation d'énergie, une taxe sur la consommation d'énergie, ça va frapper beaucoup plus durement les ménages modestes. Donc, c'est ce qu'on voit en bas du slide. Le taux d'effort, c'est-à-dire le prix de l'énergie par rapport à votre revenu, c'est 16% pour les ménages, les 20% des ménages les plus modestes, et à peine 5% pour les ménages les plus aisés. C'est 3 fois plus. Donc, oui, c'est 3 fois plus. Donc, c'est ce qui fait que la taxe est très régressive et qu'elle est très difficile à faire passer. Et on en a eu un exemple récent avec les gilets jaunes. Il y avait dans le PLF 2018 une trajectoire de croissance de la taxe carbone très ambitieuse avec des prix. On est aujourd'hui autour de 40 euros par tonne. Il y avait l'idée de la passer à 100 euros par tonne. Et donc, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, bon, qui n'est pas dû qu'à ça, mais qui est aussi dû à ça. Et dès le plan de la loi de finances de l'année d'après, on a rétrogradé et on a abandonné l'augmentation de la taxe carbone. Oui, bien sûr. Puis il y avait même eu avant les bonnets rouges qui étaient annonciateurs de tout ça. Donc, plus les Gilets jaunes, ça fait beaucoup de couleurs. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus, par exemple, là aussi, j'ai regardé, l'effort par les catégories modestes est plus important que pour la TVA, par exemple. Où on dit oui, c'est plus important. La TVA, c'est à peu près 10% pour les. Enfin, c'est du simple au double, grosso modo. Ouais, c'est du simple au triple, ouais. Alors, je crois que vous avez pris le slide suivant. Est-ce que là, on a tout Oui, on va attaquer. Allez-y, le slide suivant. Par rapport à cette espèce d'inertie des pays sur la taxe carbone, le nouveau projet de la Commission, l'European Green Deal, c'est vraiment une rupture complète par rapport aux politiques du passé. Avec le numérique, l'écologie, c'est vraiment la grande priorité de la Commission de cette année. Alors, ils ont lancé un projet très, très ambitieux avec un volet sur la décarbonisation de l'économie, sur le recyclage, sur l'agriculture et les écosystèmes. Et c'est un programme qui inclut un aspect carotte, enfin la carotte et le bâton, c'est-à-dire qu'il y a des fonds publics destinés au financement de l'innovation. Et puis, il y a tout un nouveau volet de fiscalité et d'instruments qui vont rendre l'usage de l'énergie beaucoup, beaucoup plus coûteux. Et c'est peut-être le lien, enfin, c'est ça qui fait le lien avec la conférence, notre conférence, c'est-à-dire que si vraiment toutes ces mesures sont votées, le résultat, ça va être un changement radical de l'effort de R&D en Europe, parce qu'il va falloir faire des ajustements très très importants aux appareils de production pour vivre avec le nouveau système écologique. Alors on peut donner quelques exemples de genres de mesures qui sont prévues. Oui, allons-y, vous les avez listés en bas, là, évidemment les plus grosses. Oui. Alors, commençons par la taxe carbone elle-même. Donc, allons-y avec le slide. La taxe carbone, elle est aujourd'hui à peu près 40 euros par tonne. Et l'objectif de la... Je sais pas si on peut passer la slide d'après, on a quelques graphes. Donc, l'objectif de la Commission, c'est de réduire les émissions de carbone de 40% en 2030 par rapport à 1990. Donc, si on veut faire ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe la taxe à minima à 250 euros par tonne. Et même ça, ce serait insuffisant, c'est ce qu'on voit. Même passer de 40 à 250, ça ferait baisser les émissions que de 34%. Donc, c'est un objectif très, très ambitieux, mais c'est ça l'objectif de la Commission. Alors, évidemment, si on se dit, on passe de 40 euros la tonne à 250 euros la tonne, ça peut multiplier les prix de l'énergie par 3 ou 4, enfin, en fonction du mix d'énergie que vous utilisez. Et donc, pour toutes les énergies qui sont très consommatrices, toutes les industries qui sont très consommatrices d'énergie, il y a quelques exemples, l'extraction de minéraux, l'acier, les produits chimiques, une augmentation, multiplier le coût de l'énergie par 3 ou 4, ça rend complètement impossible de maintenir la même structure de production. Et donc ça veut dire que... On va ressortir pas les gilets jaunes, mais il y en a qui vont ressortir les manteaux jaunes. Là, si vous nous faites ça à horizon 10 ans, les 250, il faudra un sacré changement de l'opinion pour cette acceptation. C'est intéressant, donc évidemment, c'est toute l'industrie lourde, les minéraux non métalliques, les métaux de base, etc., la chimie, le papier, etc. Mon cher Lionel, juste un petit aparté avec vous. C'est déjà une réalité, là, on commence à plancher, parce que donc Julien faisait le lien, évidemment, l'impact pour la recherche. On commence à plancher, notamment en termes des études, grâce à des financements d'ailleurs du Green Deal. Vous êtes déjà là-dessus pour un certain nombre de secteurs. Je pense qu'il y a le secteur maritime qui sera très impacté, évidemment. Est-ce que, par exemple, là-dessus, vous commencez à plancher déjà, ou du moins au niveau des études? Ouais, les industriels, oui, planchent au niveau des études, et on a soumis un dossier, une
Innovation Fund le mois dernier, qui était extrêmement intéressant, où il s'agissait de faire revenir sous une forme moderne la voile dans le transport maritime en installant des gréements de 80 mètres de haut avec des voiles en matériaux composites qui sont plus en tissu, mais qui sont, etc., pour réduire l'impact environnemental du transport maritime. Donc les paquebots qui ont très mauvaise presse en l'occurrence, mais plus généralement tous les gros porte-containers, etc. Donc c'est pas exclu, enfin on l'a vu plusieurs fois à la télé là dans le mois qui vient de s'écouler, c'est pas exclu que dans les années à venir les bateaux changent d'aspect, se remettent à ressembler à ce qu'on avait à la fin du 19e siècle. La question, c'est de savoir si un porte-container qui porte 15 000 containers peut fonctionner à la voile, et puis le passage de Suez, etc., etc. Bon, enfin, c'est un beau sujet. Donc déjà, ce qu'il faut dire pour notre assistance là, c'est qu'il y a déjà des études et que vous commencez déjà à plancher là-dessus, sur les études déjà. Oui. Lionel. Oui. Ouais. Ok, on revient à vous, mon cher Julien. Le slide suivant, si vous voulez. Oui, parce que en fait, c'est un corollaire d'une taxe carbone très élevée. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'empreinte carbone de l'Europe, c'est plus d'à moitié de l'importation de biens. C'est-à-dire quand vous importez des biens qui sont produits dans des pays où il n'y a pas de taxe carbone, vous contribuez au développement des émissions de effet de serre. Donc, si on met en place en Europe une taxe carbone très très élevée, le risque qu'on a, c'est que les industriels délocalisent leurs usines dans des zones où il n'y a pas de taxe carbone. Et alors là, c'est la triple peine, parce que d'abord, on perd des emplois en Europe, ensuite on dégrade significativement la balance commerciale parce qu'on va importer beaucoup plus, et enfin, pour la planète, ça change rien parce qu'il va y avoir la même quantité de gaz à effet de serre. Donc, la seule possibilité d'éviter le carbone leakage, donc d'éviter ce que je viens de décrire, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une border adjustment tax, c'est-à-dire une sorte de barrière douanière qui taxe le contenu carbone des biens qui sont importés à l'intérieur de l'Europe. Et alors donc ça c'est un des grands aspects du New Green Deal, et c'est critique. Enfin, je veux dire, si on ne met pas ça en œuvre, c'est très improbable qu'on arrive à augmenter significativement la taxe à l'intérieur des frontières de l'Europe. Ouais, et ça veut dire une précision, même les États-Unis l'ont pas fait pour le moment, donc ça serait vraiment très très novateur. Bon, après, comment l'OMC verrait ça? Vous avez une idée? Oui, alors il y a plusieurs sujets liés à cette taxe. Un des sujets, c'est la conformité avec les règles du commerce international. En effet, c'est probable qu'il y ait beaucoup de pays qui voient ça comme des mesures discriminatoires. Alors c'est pas complètement tranché. Il y a les textes de l'OMC prévoient qu'on puisse prendre des mesures de ce genre pour des raisons impérieuses, notamment de santé. Alors après, la question est de savoir si ça pourrait rentrer dedans ou pas. A priori, on devrait pouvoir y arriver. Puis on entend moins l'OMC qui est un peu en sourdine en ce moment. Alors le dernier point, vous voulez nous parler un peu là aussi le plastique, les sacs, l'emballage. Oui, alors donc là on a parlé d'une révolution, et il faut que les industriels s'y préparent. Oui, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que à côté de la décarbonisation de l'économie, il y a aussi l'économie circulaire, le recyclage, etc. Un des aspects, alors celui-là qui a déjà été voté et qui sera mis en œuvre à partir de janvier prochain, c'est une taxe plastique, donc une taxe sur les emballages plastiques, exactement. C'est une taxe sur les quantités de déchets de plastique non recyclés qui vont être déposés par an dans chaque pays. Donc c'est 80 centimes par kilo de déchets de plastique non recyclés. Et donc cette mesure-là, ça pourrait augmenter le coût de l'emballage de 20 à 60%, et ça reviendrait à augmenter le prix des biens de consommation entre 3 et 8%. Donc, dans un climat franchement morose de grosse crise économique, c'est très probable que 3 à 8%, c'est complètement inacceptable pour les industriels, parce qu'ils n'arriveront pas à vendre leurs produits. Et donc, il y a aussi, ça a déjà commencé à enclencher des projets de recherche sur soit le recyclage de plastique, soit la substitution de plastique à d'autres types de produits pour les emballages. Ouais, c'est intéressant ce que vous venez de dire, Julien. Je crois d'ailleurs, ma chère Lucille, que vous planchez déjà là-dessus chez Deloitte Tage, sur des plastiques dans une logique d'économie circulaire, de biodiversité, etc. Sur des plastiques, des bioplastiques, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez déjà des cas concrets. Absolument, et j'irais même dire que c'est un sujet qui est pas complètement nouveau, puisque l'ADEME avait tous les ans ces dernières années un appel à projet au printemps économie circulaire. Mais ce qui est intéressant avec le plan de relance actuel du gouvernement et le Green Deal au niveau européen, c'est que, alors, soit il y a des nouveaux appels à projets, d'une part, il y a des nouveaux appels à projets, et d'autre part, certains appels à projets existants, comme l'appel à projet économie circulaire, voient leurs fonds augmenter. Donc, pour la même date, davantage de projets et davantage de montants pourront être financés. Donc, sur cet exemple-là du plastique, ça peut donner plusieurs axes. Ça peut être soit passer d'un certain type de matériaux plastiques, je suis pas devenue ingénieure, mais il y a certains types de plastiques
Par exemple, le polystyrène, pour en citer un, où les chercheurs nous disent qu'on ne saura pas le recycler vraiment avant plusieurs années. Donc, passer d'un matériau plastique pas recyclable aujourd'hui vers un autre type de plastique où il y a des filières de recyclage qui existent. Ça peut être effectivement passer à des biomatériaux. Donc, il y a quelques années, c'était les générations 1, mais qui sont en concurrence avec l'alimentation. Donc, c'est pas idéal, le maïs, par exemple. Aujourd'hui, on est plutôt sur les générations 2 et 3 de bioplastique qui sont pas en concurrence avec l'alimentation. Et ça peut être également des choses réutilisables. Il y a également l'approche du réutilisable, donc des choses qui sont pas recyclables, mais qu'on va inviter en termes de changement et de conduite du changement des consommateurs à réutiliser. Ok, alors mon cher Julien, je reviens à vous. Vous avez encore un slide, je crois. Oui, allons-y. Un slide positif. Un dernier, donc là on a surtout parlé de bâton. Ah oui, la carotte et le bâton, c'est classique. Ouais, c'est classique. Donc il y a à côté de toutes ces nouvelles taxes, il y a aussi un certain nombre de fonds publics qui sont engagés par l'Europe pour aider à financer la transition, donc les investissements de recherche pour changer de modèle. Et donc, il y a à peu près, alors ça va probablement augmenter, mais il y a à peu près 30 milliards de fonds publics qui vont être alloués à ça sur différents mécanismes, donc le Innovation Fund et puis d'autres choses, Horizon 2021, Investing. Alors, 30 milliards, c'est probablement très, très insuffisant. La commission est à 260 milliards. Alors, on vous entend pas bien, Julien. On vous entend pas bien, là. Les investissements supplémentaires qu'il faudrait pour changer de modèle. Donc, il va y avoir beaucoup d'investissements privés pour arriver à l'écologie. Non? Vous m'entendez? On vous entend pas très bien, voilà. Bon. Voilà, là, on vous entend mieux. Ouais, je disais le montant total. C'est la partie alors, rapidement, pendant... Ok, donc je disais, les fonds publics, c'est à peu près 30 milliards et c'est à comparer à un objectif d'investissement supplémentaire d'à peu près 260 milliards pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, il y a un gros décalage entre les fonds publics et puis l'investissement nécessaire. Donc, on espère que les entreprises, il y a un espace pour l'investissement privé pour atteindre des objectifs écologiques du New Green Deal. Ouais. Alors, juste avant, j'ai une petite question un peu iconoclaste là pour Lucille et puis pour Julien, je sais pas. Est-ce que tout ça va faire des gros volumes de CIR à terme, et donc peut-être mettre à mal les finances publiques? Est-ce que là aussi on reviendrait finalement sur la sanctuarisation ou pas? Ou est-ce que si vous pensez que les volumes vont pas être si impactés que ça sur le CIR, je sais pas. Est-ce que c'est un faux débat ou pas? Lucille, Julien? Non, un avis personnel pour ma part, je pense pas que ça doit forcément conduire à augmenter l'assiette cire. Bon, pour d'autres raisons, c'est que c'est souvent une question de reroutage de projets qui étaient dans un certain angle vers un angle plus vert. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait parler de verdissement des projets de R&D un petit peu par le fond, mais sans forcément que ça multiplie à l'infini les budgets. Et d'autre part, n'oublions pas que le CIR porte sur la partie non déjà financée par subvention des projets. En d'autres termes, tous les financements au titre de composantes R&D des projets qui seraient obtenus dans le cadre du plan de relance viennent en moins de l'assiette CIR, ce qui est assez classique de la déduction des subventions de l'assiette crédit d'impôt recherche. Oui, bien sûr. Julien, vous voulez conclure sur là aussi sur cette fiscalité environnementale et donc d'ores et déjà cet impact sur des projets très très longs qui déjà impactent, on peut penser, les grandes décisions de recherche. Eh ben, on espère que ça va marcher. Je pense qu'il y a l'enjeu est très très ambitieux, et la seule solution passera par la recherche. Donc, on espère que ça va donner quelque chose. Bon, parfait. Et puis, je sais que toutes les équipes c'est Rémi, je crois, qui disait ça à Bruxelles. Vous avez chez Deloitte Europe, vous essayez déjà de centraliser tout ce qui est possible pour voir un peu comment un certain nombre de projets peuvent être fléchés sur les financements de l'Union européenne à travers le Green Deal.